Bonjour, avec cette vidéo, on débute l'étude du chapitre 4 de mes notes de cours, intitulé Position, vitesse, accélération centripète, le rayon et la période et la fréquence. Un grand titre. Donc, on voit apparaître rayon, période, fréquence, donc peut-être mouvement circulaire. Effectivement, quand on regarde la signification du petit crochet qui est en avant, donc on est dans la cinématique, l'étude du mouvement, mais cette fois-ci, avec le petit crochet, si on va voir en bas de page, on est dans la mécanique du mouvement circulaire ou rotatif. Donc, pour une première fois, quoique on a déjà mentionné des fois dans les 3 premiers chapitres, mais là, on parle vraiment d'un objet qui va tourner en rond. Okay. Avant d'aller voir le résumé, pour bien vous montrer de quoi qu'on parle, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, ici, l'exemple qu'on prend, c'est de la roulette au casino. Donc, il prend la bille, puis il fait tourner la bille. Fait qu'on voit là, que la bille, si je veux l'étudier, elle tourne sur une trajectoire circulaire. Elle avance. Elle avance dans l'espace, mais sur une trajectoire circulaire, puis on la voit ralentir. Donc, sa vitesse diminue, diminue, diminue. Puis ça diminue assez, elle va même finir par tomber vers le centre. Mais je peux analyser cet objet-là comme étant un objet qui avance dans l'espace, mais elle avance sur une trajectoire circulaire. Donc, je pourrais appliquer les formules que j'ai vues dans les 3 premiers chapitres. Mais il s'ajoute un nouveau phénomène de physique du fait que ça tourne en rond. On va voir que ça ajoute une deuxième composante d'accélération, l'accélération centripète vers le centre de courbure de la trajectoire. La première chose que l'on montre dans le résumé du chapitre 4, donc je suis à la page 15 du document résumé, c'est un mouvement circulaire, mais c'est un mouvement circulaire qu'on appelle uniforme, le MCU. Ce n'est pas le mouvement qu'on avait tout à l'heure avec la bille de la roulette de casino, dans le sens qu'ici, la vitesse est constante. La bille, on l'a vu tantôt, elle ralentissait, donc elle avançait dans l'espace, mais elle avançait de moins en moins vite. Bien, ici, j'ai illustré mon objet à différents endroits, puis si on regarde le vecteur vitesse, première remarque, c'est qu'on le dessine toujours tangentiellement à la trajectoire, donc comme si qui viendrait... on tracerait une tangente à la trajectoire. Évidemment, l'objet ne se dirige pas en ligne droite, mais à ce moment-ci, à l'instant où je l'étudie, c'est comme si il serait en ligne droite avec cette vitesse-là. Bien, on voit que le vecteur vitesse est toujours 4 de long, donc l'objet avance toujours à la même vitesse. Donc, ce n'est pas ce qu'on voyait dans la vidéo, là, ce serait une bille qui ne ralentit pas. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vecteur accélération. On avait vu dans les premiers chapitres que si jamais il y aurait eu une accélération dans le même sens, bien, ce vecteur-là grandit, ou s'il y a une accélération ici dessinée vers l'arrière, bien, c'est une décélération, puis le vecteur vitesse aurait diminué. Mais malgré que le vecteur vitesse ne change pas de longueur, le vecteur vitesse change dans cette situation, il change de direction. Donc, c'est une modification de la vitesse, puis il n'existe pas de modification de modification de vitesse sans vecteur accélération. Donc, ce n'est pas une accélération qui est dans le sens de la vitesse ou dans le sens contraire de la vitesse, ça ferait changer de longueur. C'est une accélération qu'on a montré qui était perpendiculaire à la vitesse. Donc, elle fait changer la direction de la vitesse sans en changer la longueur. C'est ce qu'on a appelé l'accélération centripète parce qu'elle est dirigée vers le centre du rayon de courbure. Et on va voir qu'elle est reliée à la vitesse puis elle est reliée au rayon. Mais étant donné que le rayon ne change pas dans ce cas-ci, puis que particulièrement dans ce cas-ci, la vitesse ne change pas non plus, bien, la longueur de ce vecteur-là serait constante, toujours dirigée vers le centre. Mais on voit que la vecteur, c'est pour ça qu'ici, en termes de module, j'ai dit que c'était constant. On va voir que la trajectoire circulaire en pointillé ici, on va définir que c'est notre axe des X si on veut. Un peu comme l'objet avançait sur l'axe des X à un moment ce qui était linéaire, bien là, il avance sur l'axe des X, mais là, l'axe des X est circulaire dans ce problème-là. On mettait au besoin un axe Y qui était perpendiculaire à l'axe des X. Bien ici, à quelques endroits, j'ai dessiné l'axe des Y qu'on va définir comme étant un axe qui est aussi perpendiculaire à l'axe X circulaire et qui se trouve justement être dirigé vers le centre. Donc, c'est l'axe Y. Des fois, on va l'appeler l'axe central, l'axe radial, l'axe vers le centre de courbure. Et là, on pourrait même traîner, comme j'ai fait avec certains groupes, là, les vecteurs unitaires I, J qui étaient représentatifs des directions de l'axe X et de l'axe Y. Ça va être intéressant pour les gens qui utilisent le livre de Séguin en référence d'ouvrir à la page 139 pour comparer ce que j'offre de disponible dans mes résumés versus l'aperçu de Séguin puis les formules de Séguin. Première formule que je présente justement, c'est la période d'un mouvement circulaire. La période étant définie, le temps comme étant le temps que ça prend pour faire un tour. Donc, c'est T majuscule, c'est pas la lettre petit t, c'est T majuscule, mais ça se mesure en secondes, c'est du temps, c'est le temps que ça prend pour faire un tour. Évidemment, c'est en lien direct avec une particule qui avance dans l'espace.
De ce côté-ci, j'ai ma distance parcourue, c'est la formule d'une circonférence. Donc évidemment, quand ma distance parcourue, c'est un tour, ben, j'ai fait 2 pieds r mètres. Puis on avait vu que la distance, c'est égal à la vitesse fois le temps. Fait que quand je monte mon V ici, ben, j'ai vitesse fois le temps, mais le temps d'un tour. Donc ça, c'est la définition de la période. On va voir la fréquence, qui est l'inverse de la période, donc 1 sur la période. C'est le nombre de tours ou le nombre de cycles que je fais en 1 seconde. Les unités, ben, c'est 1 divisé par des secondes, c'est seconde à la moins 1. Puis on a défini, on a appelé ça des hertz. Je continue dans mon résumé en me montrant des mouvements quelconques plus complets, si on veut, que le MCU qu'on avait en haut. Le premier mouvement qui est illustré ici, c'est un mouvement typique, exemple d'une voiture qui se promène sur une route sinueuse. Évidemment, on ne tourne jamais en rond, ou rarement en rond avec une voiture, mais je vais prendre des courbes. Puis au moment où je prends une courbe, quand je suis dans la courbe, je pourrais imaginer que la courbe fait partie d'une trajectoire circulaire. Et la voiture, la direction qui change, le vecteur vitesse qui change, parce que si je suis sur le cruise control, je peux être à 100 km pendant toutes les courbes, mais mon vecteur vitesse va changer d'orientation. Donc, je vais avoir une accélération centripète qui est dirigée vers le centre de courbure. Puis quand j'aurais pris la deuxième courbe ici, ben, j'aurais eu une accélération centripète dirigée vers le centre. Tant que je vais rouler à 100 km/h et que je vais avoir le même rayon, va avoir la même valeur, mais qui pourrait changer de valeur si jamais la vitesse change ou si le rayon change. À côté, c'est un mouvement purement circulaire, cette fois-ci, mais que le vecteur vitesse change. Ce qu'il faut voir ici, je suis au temps 0 à cet endroit-ci, puis j'ai un vecteur vitesse de 6 carreaux de long, on va dire que c'est 6 mètres secondes. Un quart de tour plus tard, au temps T1, le vecteur est rendu 5 de long. Un demi-tour plus tard, au temps T2, le vecteur vitesse est rendu 4 de long. Au temps T3, 3 quarts de tour, je suis rendu 3 de long. Quand j'ai un tour de fait, mon vecteur vitesse est rendu 2 de long. Quand j'ai un tour d'écart de fait, mon vecteur vitesse est rendu 1 de long. Puis après ça, la bille s'arrêterait probablement. Donc ça, c'est l'exemple de la bille qu'on avait tout à l'heure. Le vecteur vitesse diminue en longueur, ça veut dire qu'il y a une accélération qui s'oppose de lui. Je ne l'ai pas dessiné partout, je l'ai dessiné juste vis-à-vis le demi-tour. Donc j'ai un vecteur accélération qui s'oppose au vecteur vitesse puis qui vient le faire diminuer. Je l'ai appelé AX, donc c'est la composante sur l'axe des X, là, sur la trajectoire circulaire. Évidemment, là, il est dans le sens opposé de la vitesse parce qu'il vient le faire diminuer. Puis je l'ai multiplié par le vecteur unitaire, mais c'est pas très... c'est pas grave là, si on n'est pas habitué à cette notation-là. Ce qu'il faut noter, c'est que je tourne en rond, donc il existe une accélération centripète en même temps dirigée vers le centre, que j'ai dessiné qu'une fois. Puis cette longueur-là va varier parce que ça dépend de la vitesse. Si la vitesse varie, bien, le vecteur, celui-ci, va varier aussi. Donc, j'ai accélération centripète en même temps que l'accélération qu'on appelle tangentielle. Les deux peuvent s'additionner, sont perpendiculaires. Même si ce ne serait pas perpendiculaire, on peut toujours additionner deux vecteurs. Donc, on peut additionner ces deux accélérations-là pour donner une accélération globale, qui dans ce cas-ci est dirigée à angle comme ça. C'est pour ça que dans le bas de la page, on vous donne la définition de l'accélération globale ou résultante. C'est la somme de l'accélération centripète plus la centripète celle-ci, plus l'accélération tangentielle. Donc ici, c'est présenté sous forme vectorielle. Je pourrais peut-être enlever le surlignage en arrière. Ce n'est pas une forme qu'on va nécessairement utiliser là, pour résoudre des problèmes. Ici, je l'ai surligné parce que ça, par exemple, je peux des fois m'intéresser à quelle est la longueur de ce vecteur résultant-là. Étant donné que c'est des composés de deux vecteurs qui sont perpendiculaires, je peux voir ça comme des composantes. Puis dans le fond, ici, on a le module, la formule pour calculer un module là, quand on connaît deux composantes perpendiculaires. Donc, ma composante tangentielle puis ma composante dirigée vers le centre. Par définition, on pourrait démontrer que l'accélération centripète, donc la composante ici, quelle est sa valeur numérique, c'est V carré sur R. C'est une accélération, ça va donner des mètres par seconde carré. On pourrait dire V carré, c'est des mètres carrés par seconde carré, mais je divise par des mètres, donc ils vont me rester juste une fois mètre, puis je vais avoir mes secondes carrées. C'est une accélération typique, comme on a vu depuis le début, mais elle se calcule d'une autre façon, et c'est l'accélération qui fait tourner le vecteur. L'accélération tangentielle, on avait déjà vu la formule d'un chapitre précédent, donc ça c'est l'accélération instantanée tangentielle, donc c'est la dérivée de la vitesse, comme on avait déjà vu. Et si cette accélération-là est constante, le mouvement selon l'axe des X, selon la trajectoire circulaire, c'est un MRUA, qui s'additionne à un mouvement circulaire là, causé par l'accélération centripète. À la deuxième page, les formules se continuent.
On pourrait surligner au moins la première, c'est la façon de calculer l'angle. Donc, le petit vecteur A que j'avais à angle tout à l'heure, si on se demande à quel angle il faut le dessiner, ben, je pourrais le calculer comme on a appris à calculer les angles de vecteurs. Les autres formules, je ne sais pas si je les mets en jaune immédiatement, sont ici, mais ils vont réapparaître dans un autre chapitre. C'est pour faire un lien des fois entre le nombre de tours qu'on a fait puis ma distance en mètres parcourus. Donc ici, c'est un angle. Pour que ces formules-là fonctionnent, il faut que l'angle soit en radians et non pas en degrés. Donc, si je connais le rayon, puis je connais le nombre de radians que j'ai parcouru, je peux calculer le nombre de mètres. Si c'est un déplacement, hein, ça c'est plus une position, ça c'est un déplacement delta x, ben, j'ai juste à prendre un delta θ, à dire que mon angle θ a varié de combien. Et souvent, je vais m'intéresser plus à ça en valeur absolue. On verra si on en a besoin vraiment pour résoudre des problèmes. C'est pour ça que je ne les mets pas immédiatement en jaune. Mais sachons que ça existe, là, quand on est dans un mouvement circulaire, de faire le lien entre tourner, le nombre de tours qu'on fait, puis la distance parcourue. Facteur de conversion, là, qu'un tour c'est 360 degrés, que c'est 2 pi radians. Dans la fin du résumé, c'est un exemple de ce qu'on vient de voir, là, qu'on peut transformer toujours notre nombre de tours en distance parcourue. Donc, c'est un exemple ici que l'objet est en position initiale ici, puis en pointillé position finale là. Que le rayon de courbure, c'est un 5 mètres. Donc, mon angle initial, c'est un angle un peu bizarre. Il est à moins 53 degrés. L'angle final est à 36 vers le haut. Que je pourrais calculer mon déplacement angulaire. Donc, l'angle final moins l'angle initial. Et ça donne 90 degrés. C'était choisi probablement exprès pour ça. Donc, ça donne un quart de tour. Un quart de tour, c'est 1/2 pi radian. Si j'utilise ça, 1/2 pi radian multiplié par mon 5 mètres, ben, je vais avoir vraiment la distance que l'objet a avancé, c'est de 7,85 mètres sur ce rayon-là. Il pourrait le faire dans l'autre sens aussi, dans le sens inverse. Donc, il a commencé ici, puis il a fini ici, sur un rayon de courbure de 5 mètres. Donc, l'angle initial, c'est 36,87. L'angle final, ben, il est en dessous de l'axe des X, moins 53. Quand je fais l'un moins l'autre, ça donne moins 90 degrés. Donc, j'ai reculé de moins 90 degrés, de moins 1 pi radian. Si je multiplie ça par mon rayon, ben, ça me donne ma distance en mètres. Donc, probablement qu'on a besoin un petit peu dans le chapitre là, de faire certains calculs de distance parcourue de cette façon-là. Ce qui est repris un peu en bas ici, c'est encore un peu la même chose. Quoique de façon rigoureuse, on devrait avoir un signe. J'y reviendrai en temps et lieu là, quand on va faire un problème.